Bienvenue dans le débat Affaires croisées qui aborde ce matin la création de la Société des infrastructures routières au Bénin et la création de la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Toutes ces créations, à quelle fin? Pour aborder le sujet, nous avons, je vous le soufflais tantôt, tout au long depuis le démarrage de cette tranche d'antenne, nous avons Laurent Delors Faton, voilà. Laurent Delors Faton, il est doctorant en communication et moniteur à l'ENSTIC, à l'Université d'Abomey-Calavi. Il sera face à Fréjus Seulan, à nom de la rédaction de d'NTV Diaspora FM. Nous allons nous intéresser à une décision issue du rendez-vous hebdomadaire du gouvernement, vous le savez, le Conseil des ministres, qui s'est réuni ce mercredi. Et entre autres décisions, nous avons retenu pour vous la création de ces deux sociétés pour une gestion efficiente des biens publics, à savoir la Société des infrastructures routières au Bénin et la Société des patrimoines immobiliers de l'État. On démarre d'abord par la Société des infrastructures routières au Bénin. Laurent Delors Faton, vous avez suivi, vous avez lu et relu les différents points du Conseil des ministres retenu ce mercredi. Entre autres décisions, c'est vrai, ce ne sont pas seulement ces deux sociétés qui ont été créées, ce ne sont pas seulement ces deux décisions. Il y a beaucoup de décisions, mais nous retenons rien que ces deux pour disséquer quelque peu le bien fondé, pour essayer d'appréhender le bien fondé de la création de ces sociétés. Quelle est l'opportunité de la création de ces sociétés selon vous? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Il faut toujours placer le contexte dans lequel la décision a été prise. Nous sommes dans un contexte de morosité économique au niveau du pays. Quand je dis morosité économique, ce n'est pas seulement au niveau de la population, mais aussi au niveau macroéconomique, au niveau de l'État. Et les dernières déclarations du chef de l'État en face du monde syndical ont été claires. Il a dit clairement que les caisses de l'État sont vides et que les recettes s'amenuisent et n'arrivent pas à faire face aux besoins de l'État. Et qu'on n'arrive pas à trouver les ressources qu'il faut pour pouvoir régler les problèmes que nous avons au niveau de l'État. Et il faut alors trouver d'autres sources de financement, d'autres modalités pour renflouer les caisses de l'État. Et si dans un tel contexte que la décision est prise, ça veut dire que la décision vise un seul but d'abord, vise non seulement à assainir les finances publiques, mais aussi à renflouer la caisse de l'État. C'est dans cette logique, il n'y a rien à dire, on peut dire que c'est une décision opportune. Mais l'autre aspect qu'il faut aborder, il faut dire que les infrastructures et le patrimoine immobilier de l'État font partie des sources d'évasion, je dirais, budgétaire. C'est une nébuleuse qui est connue depuis tout le temps. C'est une source de financement des acteurs politiques. Quand on parle des infrastructures, la gestion du patrimoine routier et patrimoine immobilier, on sait que l'État loue beaucoup. Et quand l'État doit louer des immeubles pour abriter des directions, pour abriter des ministères, l'État doit débourser beaucoup de millions, même des milliards pour pouvoir assurer ces charges. Et quand on sait que le fonds routier est un grand, grenier de recettes pour l'État, et que désormais on vise à créer une société pour gérer ces deux patrimoines, il faut dire que la décision ne peut qu'être la bienvenue. Mais le plus important, c'est de savoir comment ces sociétés seront gérées. Quelles seront les réelles attributions de ces sociétés et est-ce que ces sociétés pourront vraiment permettre à l'État d'atteindre ces objectifs, l'objectif de pouvoir renflouer les caisses, l'objectif de pouvoir aider le pauvre paysan, je dirais, d'un village lointain du Bénin, à sentir que l'État est à ses côtés. Parce que si vous suivez le chef d'État le mardi dernier avec les centrales syndicales, il disait que ceux qui paient le plus d'impôts sont les plus pauvres. Mais que de manière contradictoire, ils paient les impôts, mais ils n'arrivent pas à avoir le secours de l'État. Ils n'arrivent pas à bénéficier des services minimums, que l'État devrait leur donner pour venir à leur aide. Et si cette gestion, cette nouvelle société peut permettre à ce que désormais on ait plus de moyens financiers pour aller au secours de la pauvre population, de la pauvre dame qui est dans un village reculé, pour qu'elle puisse avoir assez aux soins de santé, que son enfant puisse aller à l'école normalement, ce sera la bienvenue. Je dis, la seule question maintenant, c'est comment ces choses seront gérées et aider à atteindre les objectifs. Oui, en attendant de nous intéresser même à la gestion, quel serait déjà le rapport avec ce département du ministère que vous savez
le département des infrastructures routières qui existe, géré de même maître par celui que vous savez, Jacques Kayadi. Mais quel serait le rapport possible avec cette société? Où va-t-on amputer le ministère de cette direction? Qu'on le veuille ou pas, une société qui sera créée, sera gérée, sera une société autonome. Et quand elle est autonome, elle sera toujours casée sous un ministère. Que ce soit sous le ministère des Finances ou bien sous le ministère des Travaux publics, qu'on le veuille ou pas, l'État définira les modalités de collaboration ou bien de gestion. Que l'État l'ampute, que l'État l'installe sous le ministère des Travaux publics ou bien sous le ministère, ou bien même sous le ministère de l'urbanisme et autres. Ce qui est sûr, les acteurs qui s'occupaient de ces pans de la gestion du pouvoir d'État vont perdre leurs prérogatives. Parce que quand on prend le fonds routier, s'il y a des gens qui étaient au niveau du fonds routier, ceux-là, aujourd'hui, ils vont se voir un peu menacés. Ils vont voir que ce sur quoi ils s'appuyaient pour pouvoir vivre ou bien pour pouvoir fonctionner leur sera arraché, qu'on le veuille ou pas. Oui. Et que la plus grande question n'est pas de savoir... quelques conflits. Il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de conflit parce que c'est l'État qui définit ceux qui doivent gérer son patrimoine. On a vu déjà avec l'Institut de la femme et un certain département du ministère de la Famille. Qu'on le veuille ou pas, c'était ce qui s'est passé au début du mandat, où certaines structures, même institutions, étaient pratiquement arrangées ailleurs. Il y a eu des déplacements dedans, individuels. Mais ce n'est pas ça le plus important. Si les individus se sentent lésés et que l'État, le commun des Béninois se sent mieux, c'est louable. Mais qu'on ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre. Et si on arrive là, ce serait dommage. Voilà ce qu'il faudra éviter. Fréjus Seblan, vous avez suivi les propos liminaires de Laurent Delors-Faton. Je lui demandais justement quelle est l'opportunité de la création de cette société des infrastructures routières au Bénin. Comme Laurent l'a dit, il est nécessaire et important de rappeler le contexte de la création de cette société. Et nous ne sommes pas sans savoir comment sont entretenues et gérées nos infrastructures. Quand vous prenez l'échangeur de Codomain, vous aviez vu ce qu'il y a eu avant que l'échangeur ne soit entretenu, réparé, on va dire. Quand vous prenez d'autres infrastructures routières du Bénin, vous voyez comment on entretient, pardonnez-moi, presque jamais ces routes, c'est-à-dire on construit et on en fait usage 10 ans, 20 ans sans entretien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a même une société qui se chargeait d'entretenir ces infrastructures? Quand on prend l'exemple des ponts péages, vous voyez, on paye toujours avant de passer par ces ponts péages, mais avant d'aller vers ces ponts péages, il a regardé un peu l'état des routes, des infrastructures. C'est dire donc qu'il y a un véritable problème de gestion et d'entretien des infrastructures au Bénin. Donc, ça peut expliquer la création de cette société des infrastructures routières. Et maintenant, ce qui a lieu de se demander, c'est que le gouvernement béninois devrait nous présenter le tableau. Quelle société était chargée de gérer cela, comment ça se faisait, avant de nous proposer la création de nouvelles infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement aussi est dans son programme d'action de gouvernement, il s'agit de construire de grands axes routiers et tout cela. Donc, il peut avoir le souci de l'après-construction, ceci qui guide l'action du gouvernement à créer cette société. Mais comme je l'ai dit, il faut nous dire quelle société était chargée de construire, de gérer, d'entretenir ces infrastructures-là, qu'est-ce qu'il en est, et l'opportunité de la création de cette société. On nous l'a dit, il s'agit d'inscrire dans la durée l'entretien des grands axes routiers, de gérer, de développer et d'entretenir les infrastructures routières et autoroutes, mais aussi d'améliorer leur qualité. L'interrogation ici, Frédéric Davor, serait: pourquoi rattacher cette société-là des infrastructures routières au ministère des Finances pendant qu'il existe un département dédié à cette cause-là? L'interrogation pourrait se poser. Pourquoi créer, rattacher? Parce que là, c'est le ministère des Finances qui a introduit cette communication, qui a proposé cette création. Donc, cette société des infrastructures routières est rattachée au ministère des Finances. On peut se demander, mais pourquoi, pendant qu'il existe un ministère des Transports, rattacher une société du genre au ministère des Finances? Et ça peut inquiéter. On peut soupçonner là une volonté de l'État d'arracher une responsabilité à un ministère. Mais tout de suite, quand on fouille un peu dans le fond, on voit un peu la pertinence de cette décision, de cette création, de ce jumelage-là, parce que cette société des infrastructures aura à gérer et à
collecter des ressources. Et qui mieux que le ministère des Finances pour mieux gérer ces ressources-là. Maintenant, comment sera gérée cette société plus tard? Il revient au gouvernement de ne pas, en voulant déshabiller Saint-Paul, comme le disait Laurent, d'habiller un autre et que les mêmes problèmes demeurent. Quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour que cette société soit dynamique et dépouillée de tout ce qu'on a pu voir par le passé, qui conditionne, qui favorise l'état dans lequel sont nos infrastructures aujourd'hui. Et il faut noter aussi que cette création va entraîner deux conséquences immédiates, c'est-à-dire la création du réseau routier à péage, c'est-à-dire qui sera géré par cette société des infrastructures. On aura cette fois-ci le réseau routier à péage qui sera à part, et on aura le réseau routier sans péage, c'est-à-dire les pistes rurales qui sera toujours géré par le fonds routier. C'est-à-dire que essentiellement maintenant cette société aura à charge de gérer le réseau routier à péage. Vous voyez un peu pourquoi le département juteux. Le département juteux, c'est pourquoi on comprend mieux pourquoi c'est le ministère des Finances qui doit et qui veut gérer cela, et dans un contexte où le gouvernement cherche à mobiliser les ressources. Et on soupçonne quelque chose aussi dans ce contexte où le gouvernement cherche à trouver des ressources et qu'on confie ce département directement au ministère des Finances. Est-ce que dans les jours à venir, on ne va pas nous annoncer la création successive, un enchaînement croissant d'autres ponts péage avec augmentation des frais de péage? Oui, ça, justement, parlant des postes, de la nébuleuse des postes péage, est-ce que vous pensez que ces structures, ces postes péage jouent réellement un rôle? Nous ne pourrons pas nous prononcer sur la question s'ils n'ont pas des données. Mais nous pratiquons. S'ils n'ont pas de données. Et nous savons qu'il revient aux promoteurs. Ce sont des contrats qu'ils ont avec l'État. Et l'État a sa part à prendre et eux aussi ont leur part. À chacun de jouer son rôle. S'ils n'arrivent pas à respecter les clauses de l'État, c'est à l'État de les dessaisir. Parce que ces postes péage constituent une véritable machine de fabrication. Si l'État qui a fait des concessions à ses gérants ne leur a pas retiré le contrat de concession, ça veut dire que selon l'État, ils sont de bien jouer le rôle. Et c'est parce qu'il n'y a que l'État qui puisse jouer aux arbitres, il n'y a que l'État, parce que c'est l'État qui est le propriétaire des ponts péages et qui les a mis en concession à des sociétés. Si l'État juge qu'il ne joue pas bien le rôle, ça veut dire que l'État le arrache le contrat et l'État remet à une autre personne. Et à ce jour, si les contrats n'ont pas été retirés, ça veut dire qu'ils jouent normalement leur partition sur le contrat. Mais ce qui est sûr, et je l'ai dit au commencement, les ponts de péage ou bien la gestion des infrastructures routières est une nébuleuse. C'est une manne financière qui alimente les acteurs politiques. On connaît que par le passé, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des péages autour desquels il y avait des polémiques par le passé. Et à des moments donnés, même des contrats ont été résiliés et après d'autres contrats ont été retrocédés. Et que cette gestion constitue pour les gouvernants toujours une nébuleuse. On ne sait jamais ce qui se passe réellement à ce niveau. Parce que c'est de gros sous. Et là où il y a de gros sous, on sait toujours que les acteurs politiques ont tendance à toujours y mettre le nez, le main et tout. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, où on parle de la société, il faut quand même dire deux choses. Si le fonds routier par le passé gérait et qu'on n'a pas eu le résultat qu'il fallait, est-ce qu'on a fait le diagnostic nécessaire pour que le fonds routier soit redynamisé? Parce que qu'on le veuille ou pas, au niveau du fonds routier, ce sont des Béninois qui gèrent. La nouvelle société, elle sera aussi confiée à des Béninois. Si ce sont des Béninois qu'on n'a pas fait le diagnostic nécessaire et qu'on confie cette nouvelle société, on n'aura pas le résultat escompté. Parce que, in fine, le résultat comme on voudrait, c'est que la route soit plus praticable. C'est que la route dure dans le temps. Et c'est que la population, pour se déplacer, se sente à l'aise chaque fois qu'elle va se déplacer. Que les dommages causés sur nos voies soient réparés. Vous passez sur le tronçon qui quitte ici pour Calavi, vous verrez qu'il y a des dodanes qui ont été saccagées, il y a des lampadaires qui ont été pratiquement détruits, il y a des artères qui ont été pratiquement démolies par les camions ou les accidents. Ça fait des années, personne ne les répare. On se dit, mais à quoi sert réellement le fonds routier? Et que ce que nous voulons, on veut qu'il y ait des routes bien praticables et quand les routes sont endommagées, qu'on les répare le plus tôt possible. Qu'on n'ait pas à voir des routes saccagées, les routes démolies et que ça dure dans le temps. En fait, c'est ce qu'on a voulu. Mais ma préoccupation, elle rejoint tout à l'heure ce que disait Freddy,
Si c'est au ministère des Finances qu'on confie cette gestion, est-ce qu'on vise réellement l'infrastructure? Est-ce qu'on vise la population, la praticabilité des routes, ou bien on vise seulement l'argent? Parce que au ministère des Finances, sa préoccupation majeure, c'est l'argent. Si l'argent doit être si on doit envoyer une structure pareille au niveau du ministère des Finances, l'argent, mais la bonne gestion. Le ministère des Finances, c'est l'argent. L'argent à collecter, l'argent à gérer. Elle n'est pas là pour construire les infrastructures routières. Elle n'est pas là pour entretenir les infrastructures routières. Elle n'est pas là pour réparer ce qui a été endommagé. Ce ministère est là juste pour collecter de l'argent et le redistribuer à la population. Alors, si c'est juste au niveau de ce ministère qu'on veut loger cette structure, ça me pose un problème. Est-ce qu'on se préoccupe de la pérennité des routes? Est-ce qu'on se préoccupe de l'entretien des routes? J'aurais aimé, mais je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas le chef de l'État, que ça souhaitait gérer de manière en commun par les deux ministères, le ministère des Infrastructures et le ministère des Finances, pour que de manière bipartite, les deux décident chaque fois ce qu'il faut faire. À moins qu'on définisse des modalités où on sait que par rapport aux fonds qui seront collectionnés sur les axes routiers, on sait qu'il y a un pourcentage qui est d'office renvoyé au ministère des Travaux publics pour qu'on puisse entretenir et faire. Si le mécanisme, s'il y a une clé de répartition bien définie, mes craintes seront apaisées. Mais si c'est seulement le ministère qui va gérer, je pense qu'on n'aura pas les résultats escomptés. On aura certainement de l'argent, mais on n'aura pas d'infrastructures entretenues et qui durent dans le temps. C'est ma vraie préoccupation, qu'on ne mélange pas, qu'on ne vise pas seulement l'argent, mais qu'on vise aussi l'infrastructure, qu'on vise la praticabilité de nos routes. Par rapport au fonds routier, il faut noter qu'il n'est pas totalement dépouillé de toutes ses attributions. On lui a confié maintenant la gestion des pistes rurales. Je dis les pistes rurales. Le département sans péage. Les pistes rurales, d'accord, mais les pistes rurales ne sont pas celles pratiquées par la plus grande population du Bénin. Et qu'on le veuille ou pas, si nous voulons un pays touristique, si nous voulons un pays moderne, ce n'est pas les pistes rurales qui importent. Elles sont indispensables parce qu'on a besoin des pistes rurales pour pouvoir convoyer les produits des champs, pour que nos populations dans les villages puissent venir. En confiant seulement la gestion des pistes rurales au fonds routier, et en confiant maintenant seulement le réseau routier à péage à la nouvelle société, c'est qu'on reprochait quelque chose à l'ancienne société. Ça veut dire que c'est la gestion financière seulement qu'on reprochait. Voilà, parce que si elle gérait si bien, on ne lui aurait pas retiré ce pan de la gestion de nos axes routiers. Et je vous rappelle un passage de l'extrait, bien évidemment, du compte rendu du Conseil des ministres d'hier. On dit la société aura, bien évidemment, à charge non seulement de gérer, de développer, d'entretenir les infrastructures routières et autoroutières, mais aussi d'améliorer leur qualité. Elle sera régie par les règles de droit privé avec comme actionnaire l'État béninois et d'autres entités publiques qui ont la capacité, bien évidemment, d'y contribuer. Alors, cette société aura aussi pour vocation d'assurer l'accroissement, la sécurisation des ressources issues de l'exploitation du réseau routier à travers les péages et les services connexes. C'est juste... C'est là que le problème se pose davantage d'ailleurs. Pourquoi prioriser les infrastructures urbaines et laisser les infrastructures rurales? Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un même pays. Et les populations, qu'elles soient de Cotonou, ou bien d'Abou Calavi, ou de Matéré, ou bien de Kobli, ou bien d'Adjoum, ont besoin aussi des infrastructures pour pouvoir mieux se déplacer. Si on doit avoir de l'argent au niveau des infrastructures urbaines, je pense que l'idéal aurait voulu quand même que cette somme soit équitablement répartie pour que ceux qui sont dans ces milieux reculés aussi puissent avoir assez. Alors l'idéal aurait voulu qu'on confie, au même moment qu'on confie ces infrastructures urbaines à une société, qu'on pense mieux gérer, avoir plus de ressources pour l'entretenir, qu'on fasse la même chose pour les infrastructures urbaines. Parce que ces infrastructures rurales se dégradent très rapidement. Elles sont de qualité moindre par rapport à celles qui sont en ville, qui n'ont pas besoin d'entretien aussi régulier que celles qui sont dans nos villages, dans nos hameaux. En somme, vous posez la question, pourquoi confier la même tâche à deux structures, alors qu'on sait qu'une structure a plus de moyens et l'autre n'en a pas. Celles qui sont le fonds routier gère maintenant un pan dans lequel il n'y a pas de l'argent. C'est-à-dire qu'il attendra que l'État pour pouvoir faire des opérations. Alors que les structures
qui sont maintenant créés en ville auront des moyens qui seront financés par la population. Justement. Pourquoi pas faire une gestion, je dirais, équitable? Pour qu'au même moment qu'on trouve les ressources en ville, on fasse de manière équitable, à ce que celles qui sont dans les milieux ruraux puissent aussi en bénéficier. Pour qu'on entretienne plus, parce qu'on le veuille ou pas. Une route en terre battue, en terre jaune, a besoin d'entretien chaque année. Mais une bitume a besoin d'entretien peut-être 5 ans ou 10 ans. Alors ça veut dire que s'il y a des ressources en ville, mieux vaut de manière équitable envoyer ces ressources beaucoup plus aussi. Ce sont ces routes en terre battue que vous évoquiez tantôt, ce sont ces routes qui sont exploitées pour nous, rapatrier les vivres, le coton et autres. Vous ne direz pas le contraire. La nécessité de penser à peut-être dresser des bitumes sur ces routes-là et ne pas les placer dans leur aspect de route rurale. Il faut parfois faire bouger les lignes, mais ces dans pistes ce schéma, sont très bien sollicitées. On voit que le gouvernement veut laisser ces pistes-là dans leur état. C'est la première lecture qu'on a. Parce que si on reproche... de mettre en priorité les routes urbaines et de gérer. On peut le dire tout de suite, mais aussi peut-être qu'on n'a pas encore le fond de l'histoire et peut-être que le gouvernement a pensé que les deux routes, les routes urbaines et les routes rurales, n'ont pas les mêmes caractéristiques, ne demandent pas les mêmes moyens, les mêmes ressources, et donc qu'il est nécessaire de consacrer une société dédiée et spécifiquement qui aura à charge de se consacrer, de se concentrer sur cela. Peut-être que là, on aura aussi des résultats. C'est le temps qui pourra nous dire véritablement, là, on est en train de changer, d'essayer quelque chose d'autre que ce qui a été fait. Donc, je crois que on ne va pas tout de suite vouer aux gémonies. Expérimenter de nouvelles méthodes. Expérimentons pour voir ce que ça va donner. Je ne condamne en aucun cas l'option faite. J'ai été clair, je dis que c'est une nébuleuse et qu'il est toujours mieux qu'on puisse faire mieux, qu'on ait plus de ressources à travers les flux routiers et que nos routes ne durent pas très peu dans le temps que les routes soient entretenues. Si les sociétés peuvent permettre de le faire, c'est mieux. Mais je fais quand même plaidoyer. Si on le fait en ville, pourquoi pas le faire dans nos villages? Parce que nos pauvres populations de village, le chef d'État le disait avant-hier, que c'est eux qui ne bénéficient pas de l'État. Et pourquoi chaque fois on les marginalise? C'est comme si le fonds routier a échoué, pourquoi confier alors les infrastructures rurales au fonds routier? C'est simple, pourquoi s'ils ont échoué, faisons disparaître cette société, mais ce fonds, et créons quelque chose aussi pour les infrastructures rurales. Parce que qu'on le veuille ou pas, si on leur confie encore les infrastructures rurales, ils vont faire les mêmes choses qu'ils ont fait par le passé. On aura les mêmes résultats. C'est comme si nous sommes dans un pays où il y a des privilégiés. Nous qui sommes en ville, nous sommes privilégiés. Nos populations qui sont dans les villages ne sont pas privilégiées. L'idée aurait voulu que dans les prochains jours, qu'on crée aussi une société qui s'occupe carrément des pistes rurales pour qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Parce que si quelque chose est reproché aujourd'hui au fonds routier, je pense que ce qu'on le reproche, ce n'est pas seulement lié aux villes, c'est aussi lié à nos villages. Qu'on les décharge carrément alors qu'on crée une nouvelle société. Malgré les reproches, on pense quand même qu'ils peuvent continuer à le faire avec les parents au village. À nos parents au village et que nous qui sommes en ville. Même on pense qu'ils n'ont que la capacité de gérer. Ou de réussir. Dans ce domaine. Parce que le grand problème des infrastructures routières se pose dans nos campagnes, dans nos villages. Et c'est là qu'il faut agir davantage. C'est vrai qu'on sait bien que les pistes rurales se relèvent beaucoup plus des compétences des communes. Et que si l'État cherche à aller vers ces pistes, c'est comme si on va encore arracher aux communes une partie de leur attribution. Je comprends parce que selon la décentralisation, c'est aux communes de gérer les infrastructures. Et c'est ce qui se fait. C'est elles qui le font, l'État. Dit c'est ce qui se fait, c'est théorique. Oui, dans la pratique, c'est autre chose. L'État fait les transferts de compétences pour qu'il puisse bien jouer son rôle. Abordons l'autre volet, l'autre nébuleuse. Il y en a toute une série. On ne pourra aborder ce matin que deux, justement, pour rester conforme à ces décisions du Conseil des ministres hier. La création de la société des patrimoines immobiliers de l'État. Et je vous passe encore un extrait, je partage avec vous encore, Frédéric Seblanc, Laurent Delors-Faton, un extrait du Conseil des ministres. Le gouvernement a entrepris de réhabiliter la plupart des biens immobiliers de l'État à usage commercial, sportif, touristique, ludique, tels les stades, les musées, les hôtels et les centres de loisirs, etc. Et d'en construire de nouvelles. Mais le mode de gestion, voici le pan de la phrase, le pan de l'extrait qui m'intéresse. Mais le mode de gestion des infrastructures publiques n'est ni efficace ni productif. D'où la création de la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Laurent Delors-Faton.
Qu'on le veuille ou pas, il y a des immeubles qui sont construits, de grands immeubles d'institutions qui sont construits, et après 2 ans, quand vous passez par là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a été fait? On peut nommer, aller voir le bâtiment de la Cour suprême à Porte-Nouveau, regardez la façade de derrière, vous allez voir que tous les carreaux sont déjà tombés pratiquement. On se dit, mais ça a fait à peine 10 ans que cet immeuble a été construit. Et aujourd'hui, quand vous passez, vous regardez, ça a perdu son prestige. Ça veut dire qu'il y a d'abord un problème de fond qui se pose dans la construction même de vos infrastructures. Et si vous arrivez par exemple à l'UAC, vous allez voir des bâtiments qui sont construits il y a à peine 2 ans. Mais vous vous demandez, mais comment ces bâtiments ont été construits? C'est pareil partout au Bénin. Quand ce sont des infrastructures de l'État qui sont construites, la qualité est tellement douteuse. C'est comme si c'est le grand business au pays où les sociétés se créent chaque jour pour pouvoir avoir l'attribution des constructions des immeubles ou des infrastructures immobilières de l'État, mais ils le font avec une qualité médiocre. Et quand la qualité est médiocre, même la gestion elle est médiocre. Et chaque fois, ça fait des pertes pour l'État. Non seulement l'entretien devient très coûteux, mais aussi la qualité des immeubles qui sont construits est douteuse. Toutes les fois. C'est-à-dire que si aujourd'hui on pense qu'il faut arrêter avec cette idée, ce mal qui a tout le temps gangréné ce pays, ce sera bien. Mais une chose est encore sûre, les acteurs politiques, ils ne font jamais rien au hasard. Ils ont toujours des intérêts inavoués. Que voulez-vous dire par Non, ils ont toujours des intérêts inavoués qui font qu'on n'arrive pas toujours à avoir les résultats escomptés. J'aurais voulu que cette décision qui est prise soit dépouillée de la politique. Que la société soit purement société, je dirais, à caractère purement économique, que les mains des politiques soient complètement levées pour qu'on puisse désormais avoir des infrastructures. Quand on construit une infrastructure, qu'on le veuille ou pas, c'est un marché qu'on gagne et qu'on gagne. Pour vous rassurer, je vous souffle que cette société sera régie par les règles de droit privé et aura pour actionnaire unique l'État béninois. Je suis entièrement d'accord. La SONACOP est une société qui est régie aussi par les droits privés, mais la SONACOP a pour actionnaire unique l'État. Et le bilan de la SONACOP durant les années nous a montré qu'elle n'a jamais été positif, elle n'a jamais été bénéfique pour le Bénin. C'est pareil pour plusieurs sociétés que nous avons déjà dans le pays. Ça veut dire que si l'État est toujours là, il faudra contrôler le mécanisme pour la dépolitiser complètement. Parce que le problème des immeubles, des infrastructures immobilières au Bénin, immobilier du moins au Bénin est récurrent. C'est comme un passoire dans lequel l'argent de l'État, l'État se volatilise toujours. Et qu'il serait quand même préférable qu'on trouve une solution efficace pour qu'on n'en finisse pas pour de bon. On n'a pas beaucoup de ressources financières, mais s'il doit y avoir les évasions de nos ressources à travers la construction, la gestion de nos infrastructures, ça pose problème. Et que si le gouvernement peut nous aider à ce que la société qui sera nouvellement créée puisse mieux résoudre ce problème, ce sera heureux. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas beaucoup de ressources au Bénin. Et il faut que le peu que nous ayons, nous puissions quand même le gérer afin de pouvoir investir dans l'avenir. Parce que c'est de ça que la question. Je l'ai dit au départ, il faut que la population de nos pays puisse quand même sentir que l'État est à leur côté. S'ils ne sentent pas l'État à leur côté, ils vont se décourager et ce ne sera pas bien pour chacun de nous. Régis Blanc. Comme vous venez de le rappeler plus tôt à l'entame de ce sujet, et le contexte, il s'agit de la réhabilitation de la plupart des biens immobiliers de l'État, béninois, usage commercial, sportif et culturel et autres. L'État veut réhabiliter les biens existants déjà et construire de nouveaux. Mais maintenant, on veut construire. Est-ce qu'on va continuer pas à gérer comme on gérait les biens existants? Je crois que c'est dans l'optique là que le gouvernement a choisi de créer la SOPI, cette société-là, des patrimoines immobilières d'immobilier de l'État. Donc, je crois que le mode de gestion actuel n'est pas efficace. C'est ce que le gouvernement a tenté de nous dire. Mais chaque fois qu'on dit que le mode de gestion n'est pas efficace, on ne prend pas la peine de nous dire ce qu'il en est depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui se fait réellement sur le plan de la gestion du patrimoine de l'État? Il faut nous dresser la liste, les responsables, les tenants, les aboutissants, pour mieux faire apprécier à la population la pertinence de la création de cette société. Mais on se réjouit déjà que dans un contexte de privatisation des sociétés d'État,
d'immission du privé dans la gestion du public, que cette société-là est pour actionnaire unique l'État. D'abord, on doit s'en réjouir. Et sur l'objectif qui est d'assurer la pérennité des infrastructures de l'État, je crois que le gouvernement est peut-être à saluer sur ce point-là, parce que nous passons à savoir que les infrastructures que nous avons, les bâtiments que nous avons, on ne les entretient pas, et même il y a des bâtiments qu'on laisse carrément, mais on loue. On va en location pour certaines sociétés de l'État, et l'État loue des bâtiments alors que l'État a d'autres infrastructures dont il ne prend pas des directions de ci, de ça, dans des coins, des recoins, dans des ruelles, on loue et on ne sait pas à qui ça profite, forcément à celui qui loue. Et si on creuse, on verra bien que ceux-là qui louent ces bâtiments-là ne sont pas loin de ces responsables des ministères, des directions, qui louent leurs propres immeubles à l'État. Donc cette société est vivement attendue pour mettre fin à cette pagaille, pour véritablement prendre soin des infrastructures. Ou un business très rentable. Regardez par exemple le stade de l'Amitié, comment le stade est géré. On a crié pour la piscine, je crois que c'est réhabilité maintenant. Toujours pas en tant que tel. Mais regardez aux alentours, le stade de l'Amitié qui est devenu plus qu'un bar, plus qu'un site de rencontre, qu'autre chose, alors qu'on pourrait mieux gérer l'infrastructure là pour que ça génère des ressources. Et je crois que c'est ce à quoi la SOPI va s'atteler. On attend les résultats. Mais toujours, comme l'a dit Laurent, la Sonacop est une société de l'État régie par les règles dont on parle, mais ça n'empêche pas que cette société, comme Libé, comme d'autres sociétés, ont connu les assauts répétés de fonctionnaires techniciens délicats qui n'avaient que pour seule ambition de s'enrichir et de ruiner l'État béninois. Donc, il va falloir trouver la méthode, réellement cette méthode, pour que cette société-là ne soit pas politique, pour qu'elle puisse gérer véritablement les infrastructures de l'État béninois, les bâtiments, les immeubles, son patrimoine, pour que ça puisse générer des fonds pour construire d'autres immeubles et finir avec ces affaires de location d'immeubles pour l'État. Pour que des cadres de l'État cessent de louer leurs immeubles situés à des kilomètres du ministère pour abriter des départements, pour abriter des directions, des départements peut-être pas nécessaires. Laurent Delors-Faton, nous sommes arrivés à la fin de ces échanges. Votre mot de fin? Deux décisions qui sont à saluer. C'est vrai qu'on aurait pu aborder beaucoup d'autres décisions. Je trouve qu'elles sont opportunes, je trouve qu'elles sont utiles, mais ma seule inquiétude concerne la gestion. Je veux qu'elles soient bien gérées pour que les résultats escomptés puissent être atteints. C'est là où nous attendons tous le gouvernement. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes pièges que par le passé où on les crée et on a tous les mêmes résultats. J'aurais voulu que ces sociétés qui seront créées prochainement puissent permettre à ce que les infrastructures routières et immobilières, le patrimoine immobilier de l'État soient mieux gérés et que ça génère beaucoup plus de ressources à l'État pour pouvoir investir dans la prospérité, dans l'avenir, afin que nos populations puissent se sentir mieux, un peu plus à l'aise dans ce pays. Et comme vous l'avez dit aussi, comme vous l'avez donné, vous avez partagé avec nous l'exemple de la Sonacop, il faut qu'on évite pour la gestion de ces deux sociétés tout le lien avec des cadres au sommet de l'État. Voilà, qu'on impose la gestion impartiale, crédible. Frère Blanc. Je n'en dirai pas plus. Il faut imposer la gestion crédible dans ces deux nouvelles sociétés. Et je crois que si le gouvernement fait cela, on pourra véritablement avoir un niveau de développement plus avancé que ce que nous avons actuellement. Mais il est important que l'État puisse mener des enquêtes pour voir ce qui a été fait de ces infrastructures du patrimoine immobilier de l'État et pour qu'on puisse sanctionner. Parce que sans sanction, on ne pourra véritablement faire peur à ceux qui auront la charge de gérer ces deux sociétés-là. Sanction d'abord et développement après. Merci Fréjus Blanc, merci. Je rappelle que vous êtes à la maison, comme on le dit, journaliste à la rédaction de Diaspora FM Eden TV. Merci à Laurent Delors-Faton que nous avons secoué aux dernières minutes, qui a quand même répondu, qui a adapté son emploi du temps à nos exigences. C'est un peu cela aussi, l'amour de la patrie. Bonne journée. Merci.